Il est 9h10, Étienne Pépin, le débat du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Le débat du jour avec nos deux invités que je vais vous présenter tout de suite. Philippe Guibert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Nous sommes également ce matin avec Frédéric Mounier, bonjour. Bonjour à tous. Ancien chef du service religion de la Croix. Au programme ce matin, une large page internationale. Emmanuel Macron doit rencontrer Donald Trump au sujet de l'Ukraine. Et puis en Israël, le retour des premiers corps des victimes. Retraite. Dans son rapport rendu jeudi, la Cour des comptes estime que le déficit atteindra 15 milliards en 2035 et 30 milliards en 2045. On en discutera dans cette émission. Enfin, le salon de l'agriculture. Derrière la fête de la campagne à Paris, la crise des agriculteurs. Emmanuel Macron sonne le tocsin et met en garde Trump contre toute faiblesse face à la menace russe. 3 ans après le début de la guerre en Ukraine, on entre dans une ère nouvelle, a dit le président de la République hier soir. Ça va nous imposer des choix très forts pour nous-mêmes, pour notre défense et notre sécurité, a résumé Emmanuel Macron lors d'un échange avec des internautes diffusés en direct sur les réseaux sociaux. Le président a martelé aussi qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer des soldats en Ukraine. Ce qu'on envisage plutôt, dit-il, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée. Le président de la République va rencontrer Donald Trump la semaine prochaine. A-t-il vraiment du poids peut-être sur cette question? Philippe Guibert. Est-ce qu'il a du poids? C'est l'Europe qui peut avoir un petit peu de poids. La France toute seule aura peut-être un peu plus de mal, mais de ce que j'ai compris de ses réponses hier soir, qui étaient dans un cadre assez original pour un sujet aussi grave. Oui, c'est ça. Il était derrière un écran de téléphone, manifestement. Oui, absolument. Dans son bureau à l'Élysée, répondant à des personnes qui l'interpellaient sur les réseaux sociaux. Mais ce que j'ai compris, c'est que les Européens, les autres pays européens ont une vraie prise de conscience. Et je crois qu'il a raison de dire qu'il y a un certain nombre de pays de l'Europe centrale, qu'on appelait l'Europe de l'Est, qui évidemment une expérience historique avec la Russie, qui leur donne certaines craintes qui sont parfaitement légitimes. D'autant plus que la Russie est clairement entrée dans une logique de retour à l'impérialisme, de volonté de retrouver son influence sur ces pays d'Europe centrale. Et puis qu'en même temps, d'autres pays qui jusqu'à présent se tenaient loin. Alors l'Allemagne en particulier, pour des raisons historiques, n'avait pas investi dans le militaire. Et là, à l'évidence, même si les élections ont lieu dimanche, mais quoi qu'il arrive, l'effort militaire allemand sera renforcé. Donc Emmanuel Macron va à Washington rencontrer Donald Trump, avec quand même le poids. À quelle initiative d'ailleurs? Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui prend l'initiative d'y aller? Est-ce qu'il est invité par Donald Trump? Dans quel contexte ça se passe finalement, cette rencontre? Moi, je pense que c'est Emmanuel Macron qui a fait le forcing. Alors, la question avec Emmanuel Macron, c'est qu'entre des bonnes idées, parfois une tendance à vouloir... j'ose pas dire narcissisme, à la volonté de se mettre en avant et de se mettre en scène. On est toujours un peu partagé dans ces initiatives. Est-ce que c'est de la mise en scène ou est-ce que c'est une initiative politique? Là, je pense qu'il y a une initiative politique et des pays européens qui sont avec lui. Frédéric Mounier, vos impressions après cette soirée sur les réseaux sociaux d'Emmanuel Macron? J'ai trouvé ça tout à fait étonnant. J'ai trouvé que ce que le président nous a expliqué était tout à fait juste, car son objectif, en sonnant le tocsin, comme vous dites, est de nous faire sortir de notre cécité confortable et tranquille. Donc en gros, il déclare l'état de guerre, il nous prépare financièrement et humainement à ce qui va se passer. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, le cadre, effectivement, est tout à fait... La méthode est tout à fait surprenante. Et quand j'ai entendu le président de la République française expliquer sur les réseaux sociaux ce qu'il va dire à Donald Trump sur le mode écoute Donald, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, etc. Il peut parler d'égal à égal avec lui? Bon, en tout cas, ils se connaissent depuis longtemps. Et l'un et l'autre savent à qui ils ont affaire. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un vrai dialogue avec Donald Trump? Qui le sait? Quel est l'adulte qui peut avoir un vrai dialogue avec Donald Trump? Personne ne le sait pour l'instant. Donc voilà, tout ça est intéressant sur le fond, c'est hasardeux. Moi, j'aimerais bien entendre l'avis de nos militaires là-dessus, sur le thème on va pas envoyer des hommes en situation de belligérance, mais on va envoyer des hommes en situation de protection de la paix. Bon,
tout ça reste assez flou. C'est ambigu. C'est ambigu. Quelle est que notre véritable capacité maintenir de la paix projection sur après le la terrain? guerre? Voilà. Dans quel cadre, sur quel financement, quelle est notre capacité de projection sur le terrain? Tout ça reste assez incertain. Et quelle est la capacité de la collectivité nationale à accepter que des hommes soient présents sur le terrain en Europe de l'Est? Voilà une grande question. Philippe Guibert. J'ajouterais aux questions que vous posez à très juste titre, pour garantir quelle paix exactement, parce que on se place dans une situation où il va y avoir une paix. Pour l'instant, on a le sentiment très fort et très désagréable que Trump a déjà presque tout cédé à la Russie, et donc c'est pas vraiment une négociation, parce qu'une négociation suppose des contreparties de part et d'autre, mais que c'est plutôt une sorte de capitulation pour dire passons à autre chose, et le sujet de l'Ukraine, eh ben écoutez, il est réglé à l'avantage de la Russie. Donc pour garantir quelle paix, c'est très important, parce que si nos soldats, alors avec toutes les questions que vous posiez, avec des soldats britanniques, avec peut-être soldats d'autres pays européens, avec des soldats allemands sur le sol ukrainien, vous imaginez ce que ça veut dire? Oui, la symbolique. Symboliquement. La symbolique est très lourde. Pour garantir quelle paix, est-ce que Poutine, après cet éventuel accord, considérera qu'il s'arrête, y compris en Ukraine? C'est une vraie question, parce que s'il sort... Emmanuel Macron nous dit qu'il ne s'arrêtera pas. Oui, il nous dit qu'il ne s'arrêtera pas, avec en perspective les pays baltes, voilà. la Pologne, mais... bref, tout ce qu'on appelait le glacis de pays qui étaient liés à l'ex-Union soviétique. Est-ce qu'il s'arrêtera, et dans quelles conditions nos militaires, avec d'autres militaires, pourront garantir une telle paix? Est-ce qu'on a la capacité, et je ne crois pas malheureusement, de faire la guerre aujourd'hui, que ce soit au niveau français ou au niveau européen? J'entendais dernièrement quelqu'un qui disait sur notre antenne, on peut tenir 3 jours. Oui, absolument. C'est quand même pas suffisant pour faire la guerre. 3 jours ou 10 jours sur un front de 80 km, c'est ce qui se dit. Aussi bien en termes de disponibilité humaine que de chaînes logistiques derrière, de chaînes d'approvisionnement, des munitions, etc. Moi, je voudrais faire un petit point de promotion, si vous permettez, Étienne. Il faut absolument regarder sur Canal en ce moment la série Conflict. La série Conflict est faite par les Finlandais. Et sur 6 épisodes, cette série met remarquablement en scène l'invasion par un groupe de mercenaires non identifiés d'une péninsule finlandaise. Et on voit débouler, dans notre cadre de vie à nous, Européens, on voit débouler ce qui se passe en Ukraine, avec prise d'otages, avec ambiguïté des gouvernements, etc. Tout y est. Alors, c'est sponsorisé par l'industrie militaire suédoise, c'est sponsorisé finlandaise, c'est sponsorisé par l'armée finlandaise, mais ces gens-là savent de quoi ils parlent. Ils l'ont déjà vécu, ils craignent de le revivre. Je pense que nous devons être extrêmement attentifs à la voix de nos amis des pays baltes, des pays de l'Est, des pays scandinaves, qui sont en train de sonner le tocsin, eux aussi. Et c'est quoi le timing là? Donc il va y avoir cette rencontre avec Donald Trump la semaine prochaine à l'occasion des 3 ans de la guerre en Ukraine. Et puis après, qu'est-ce qui peut se passer? Comment se fait, si on devait assister à cela, une déclaration de guerre, vraiment un envoi massif de troupes sur le front? Comment ça se passe tout ça? La vraie question est déjà de savoir si Emmanuel Macron obtient de Donald Trump, je suis pessimiste, une place dans ces discussions. Que ce soit Emmanuel Macron lui-même, la France, ou bien un autre pays européen, ou bien un représentant de l'Union européenne. Je trouve que déjà le point central est de savoir est-ce que nous avons une chaise, nous Européens, à la table de discussion. Je dis discussion parce que la notion de négociation... Il nous prend pas au sérieux, quoi. Donald Trump, il prend pas les Français. Toute la démarche de Donald Trump jusqu'à présent a été de contourner et les Ukrainiens et les Européens. Oui, tout à fait. Et de dealer, je mets le mot dealer vraiment entre guillemets, en direct avec Poutine. Et puis ensuite, les représentants de l'un et de l'autre se retrouvent à Riyad pour discuter sans les Européens, sans les Ukrainiens, avec quand même l'attaque féroce qu'a mené Trump cette semaine contre l'Ukraine et contre Zelensky. Et contre toute vérité. Il a proféré des contre-vérités absolument hallucinantes. Puisque c'est l'Ukraine qui est responsable de la guerre. C'est Zelensky qui est un dictateur sans élection. C'est le signe de la perversité quand on renverse
C'est l'inversion, absolument. Le stigmate qui est Absolument. plutôt celui de Poutine sur l'agressé. Est-ce qu'on risque une globalisation du conflit en Ukraine qui pourrait se rapprocher dangereusement du conflit en Israël? À Riyad, cette semaine, des négociations ont eu lieu au sujet de l'Ukraine, mais également au sujet d'Israël. Est-ce que les deux conflits peuvent, dans une dynamique un peu morbide, se rapprocher pour une globalisation du conflit, Frédéric Mounier? Mais de toute façon, personne ne le sait. Et je voyais récemment dans la presse américaine la grille de lecture des militaires américains sur le monde aujourd'hui, c'est volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Voilà. Donc personne ne sait ce qui peut se passer. Et avec un dingue, pardonnez-moi, mais avec un dingue comme Donald Trump, personne ne sait ce qui peut lui venir à l'esprit et ce qu'il peut proférer comme contre-vérité et par qui il est manipulé. C'est un dingue qu'il faut peut-être prendre au sérieux quand même, malgré tout, Philippe Guibert, parce que pas sûr qu'il il est soit quand même... dingue. Alors... Oui, c'est ça. Dites-nous. Non, parce que dingue, ça suppose qu'il n'a aucune rationalité. Et ça suppose qu'il fait juste n'importe quoi. Et que, alors qu'il soit imprévisible en bonne partie, ça je vous l'accorde volontiers, qu'il soit dingue, je crois pas qu'on qu'on soit réélu président des États-Unis en étant dingue. Je ne crois pas. Je crois qu'il ne comprend que le rapport de force. Je crois qu'il est dans une logique qui est très frappante de protection des intérêts énergétiques des États-Unis. C'est son obsession. C'est un des fils conducteurs que je comprends dans toutes ces déclarations sur à peu près tous les sujets. Que les discussions se passent à Riyad, donc en Arabie Saoudite, me semble pas être l'effet du hasard entre la Russie et les États-Unis. Donc un dingue, non. Un brutal et un violent, mais capable de conclure des deals très rapidement, oui. Je pense qu'il est, il n'est pas du tout belliciste. Ça, c'est à peu près une certitude. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui recherche la guerre. Il préfère... est isolationniste dans la grande tradition américaine. Il n'est pas isolationniste dans le sens qu'il défend les intérêts américains. On le voit au Groenland, on le voit dans d'autres régions du monde. C'est pas un isolationniste, mais en revanche, il est complètement nationaliste et donc il considère que les États-Unis n'ont pas d'alliés. Oui. Et non que des intérêts. Mais c'est aussi, et il faut le dire, un destructeur de la démocratie. Il a gracié les militants qui sont venus envahir le... Voilà. Et regardons qui il a nommé dans des points de grande responsabilité. On suivra cela, évidemment, la semaine prochaine avec cette rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Autre sujet international, au sujet de la guerre Israël-Hamas, les dépouilles de 4 otages israéliens dont 2 enfants ont été restitués jeudi. Hier, le Hamas a remis donc à la Croix-Rouge 4 cercueils censés contenir les dépouilles d'otages à Gaza, devenu le symbole de l'effroi ayant saisi Israël lors de l'attaque du mouvement palestinien le 7 octobre 2023. Les dépouilles des otages sont restituées en échange de la libération prévue de Palestiniens détenus en Israël, conformément à l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Depuis le début du cessez-le-feu conclu via la médiation de 3 pays, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, 19 otages israéliens ont été libérés contre plus de 1100 Palestiniens détenus en Israël. Mais dans cette affaire, l'armée israélienne affirme que l'un des corps remis par le Hamas n'est pas celui qui était attendu. Voilà, une histoire encore sordide dans un autre lieu de conflit. Qu'est-ce que cela signifie, à la fois cette remise d'otages dans des cercueils présentés de manière extrêmement spectaculaire, puis on se rend compte que finalement il ne s'agit pas des bonnes personnes à l'intérieur de ces cercueils. Qu'est-ce à dire pour le Hamas? Philippe Guibert. Je crois que ce qui s'est passé depuis qu'on a appris que les enfants Bibas et leur mère étaient décédés, probablement assassinés par le Hamas, est un traumatisme profond pour Israël, une sorte de répétition du 7 octobre. Et que cette mise en scène perverse et monstrueuse à laquelle on a assisté hier... Non seulement une mise en scène, puis en plus, c'est pas les bonnes personnes à l'intérieur des cercueils. Enfin, il y a une personne. Un corps, celui de la mère, qui ne serait pas la bonne personne. Bon, on est dans des détails absolument sordides. C'est sordide.
Moi, je crois que le Hamas a définitivement enterré la cause palestinienne avec cette mise en scène. Je veux dire par là que je suis comme plein de Français, d'ailleurs c'est la position traditionnelle de la France, d'être favorable à 2 États et de se dire que les Palestiniens ont droit à un État dès lors qu'elle garantit la sécurité d'Israël et l'existence d'Israël. Mais ce à quoi on a assisté depuis 2 jours, et je pense un traumatisme profond pour les Israéliens, il l'est aussi pour beaucoup d'Européens, et que la cause palestinienne est profondément déshonorée parce qu'on a vu, et que j'aimerais pouvoir dire qu'il y a d'autres forces que le Hamas dans le camp palestinien, mais que je peine à les voir. Et je pense que le Hamas est de facto dominant, pour pas dire écrasant, et que tout ça interdit tout ce à quoi on a assisté, cette mise en scène morbide et monstrueuse, remet en cause toute perspective, il n'y en avait déjà pas beaucoup, toute perspective de paix. Mais là, c'est l'humanité abîmée, là, avec un geste comme celui-ci. Cette humanité est abîmée sur les rives de Gaza depuis 20 siècles. Depuis 20 siècles. Cette mise en scène que nous avons vue est une mise en scène de nature médiévale. L'échange des otages, le chantage autour des otages, etc. C'est quelque chose qu'on voit historiquement sur le pourtour de la Méditerranée depuis très très longtemps. Le sang a toujours coulé. Je rappelle que Napoléon Bonaparte a fait décapiter 3000 personnes sur la plage de Tel Aviv. Bon voilà, c'est un fait historique et nous y avons notre part aussi. Je note quand même que Israël, qui de fait est l'ultime démocratie dans cette région du monde, n'a toujours pas permis à la presse internationale d'accéder à Gaza. Et si on étudie un peu les méthodes de frappe de l'armée israélienne à Gaza, on voit que face à cette mise en scène médiévale qu'on vient d'évoquer, il y a une mise en scène ultra moderne, c'est-à-dire que les frappes se font selon des algorithmes d'intelligence artificielle où chaque militant du Hamas est donc ciblé et corrélé à un taux de perte civile accepté. C'est-à-dire que pour un grand dirigeant, on accepte que les bombes américaines puissent donc anéantir 100, 10, 15, 20, 40, 50 Palestiniens. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à 40 000 personnes massacrées à Gaza. Alors évidemment, on ne peut pas mettre ces deux choses, ça n'est pas des plateaux d'une même balance, mais on est dans l'absolu de l'horreur de toute façon, quoi qu'il arrive, et on a du mal à y voir clair, et en tout cas on a du mal à voir comment en sortir. C'est certainement pas la possibilité de promotion immobilière de la Riviera qui va, promue par Trump, qui va nous permettre de sortir de cette affaire. Philippe Guibert. C'est même une solution d'un cynisme total. Je ne mettrai pas les deux sur le même plan dans la mesure où le Hamas a fait le choix de se servir de la population palestinienne comme bouclier humain. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de critiquer, évidemment, la politique israélienne et tel ou tel choix. Ça ne veut pas dire ça. On peut, bien sûr, avoir des critiques et des interrogations et des doutes et des questions. Mais en tout état de cause, le Hamas a fait le choix, après cette razzia monstrueuse du 7 octobre, de se servir de la population palestinienne et des otages israéliens. Rappelons quand même qu'il y a eu 200 otages israéliens comme des boucliers humains, puisqu'il est évident qu'on commet un tel meurtre de masse, la réplique était évidente. Donc ça ne justifie pas tout ce que font les Israéliens ou l'armée israélienne, mais je rappelle que c'est pas de même nature. Merci beaucoup pour cette première page internationale dans ce débat du jour, toujours avec Philippe Guibert et Frédéric Mounier. On continue dans quelques instants, juste après les infos. On parlera des retraites et du salon de l'agriculture. Bienvenue à tous sur RCF et Radio Notre-Dame. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. La naissance d'un enfant, ça peut être source de joie, mais aussi de beaucoup de tensions entre les jeunes parents, jusqu'à parfois la rupture du couple, ce qu'on appelle le baby clash. Pourquoi ça arrive ? Comment cela se manifeste et surtout, comment le prévenir et le surmonter ? On en parle ce vendredi dans Je pense donc j'agis avec Vincent Bellotti. Rendez-vous dès 10h. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien ? Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers ?
Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis. La Maison de la Fenêtre. Un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03. Certifié Qualibat et RGE. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Vous écoutez RCF Radio Notre-Dame, le retour de l'info avec vous, Cécile Mérieux. Emmanuel Macron a annoncé des efforts face à la menace russe. Le président s'est entretenu avec les forces politiques puis avec des internautes hier. Il annonce une visite au président américain lundi à Washington. Il veut mettre en garde Donald Trump contre toute marque de faiblesse face à Vladimir Poutine. Sujet qui ne fait pas l'unanimité avec les forces politiques reçues hier à l'Élysée. La France va devoir réviser ses choix budgétaires. Elle consacre environ 2% de son PIB à sa défense, contre 5% pour la Pologne. Emmanuel Macron n'exclut pas de lancer des produits d'épargne pour soutenir le financement de programmes de défense. Des nouvelles du pape. Hier, le Vatican a déclaré que l'état clinique du pape s'améliorait légèrement. Il a passé une bonne nuit. Voilà une semaine que le pontife de 88 ans est hospitalisé pour une pneumonie. Affaire Notre-Dame de Bétharram, la garde à vue de 2 anciens surveillants de l'établissement catholique du Béarn s'achève. Ils ont été auditionnés dans le cadre de l'enquête sur les violences physiques et sexuelles que dénoncent plus d'une centaine d'anciens élèves. Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Voilà sa nomination entérinée au journal officiel. Sa candidature de l'ex-président de l'Assemblée, proposée par Emmanuel Macron, avait été validée à une voix près par les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat mercredi. L'Assemblée nationale a adopté cette nuit la taxe Zuckman, un impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches porté dans l'hémicycle par les écologistes. Il vise à lutter contre l'injustice fiscale, votée malgré l'opposition du camp gouvernemental qui y voit une mesure confiscatoire. Et enfin, à partir de demain, s'ouvre le Salon de l'agriculture à Paris. Cette année, plusieurs départements manquent à l'appel. Le Gers, le Lot, l'Hérault ou encore la Dordogne ont décidé de ne pas monter à la capitale. Pour une raison avant tout budgétaire, l'événement coûte cher aux collectivités territoriales. Alors on va en parler dans ce grand débat du jour. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Avant d'aller porte de Versailles, on va parler maintenant des retraites avec nos 2 invités, Philippe Guibert et Frédéric Mounier, nos 2 débatteurs du jour. Dans son rapport rendu jeudi, la Cour des comptes estime que le déficit du système des retraites atteindra 15 milliards en 2035, 30 milliards en 2045. Le premier président de la Cour, Pierre Moscovici, a eu ces mots. Une chose qui est claire, c'est que le statu quo n'est pas possible, ajoutant qu'il revenait aux partenaires sociaux d'échanger sur quel levier d'action on peut utiliser. Ça peut être l'âge légal, ça peut être la durée de cotisation, ça peut être le montant des cotisations et enfin, ça peut être l'indexation des retraites. Ce rapport donne le coup d'envoi de 3 mois difficiles de négociations entre partenaires sociaux pour retoucher l'impopulaire réforme des retraites de 2023, sans totem ni tabou, mais sans dégrader l'équilibre financier selon les mots du chef du gouvernement lui-même, François Bayrou. On va pas s'en sortir de ce sujet, Philippe Guibert. Non, on va pas s'en sortir. Non, bien sûr qu'on va pas s'en sortir, puisque dans un régime par répartition, vous avez un rapport entre cotisants, enfin entre actifs et pensionnés qui se dégrade et qui est amené à se dégrader pour des raisons démographiques. Eh bien, vous ne pouvez pas vous en sortir. Oui, bien sûr. Alors, je suis pas du tout favorable à l'abandon du régime par répartition. Bien au contraire, je pense qu'il faut essayer de le maintenir. Mais peut-être faudra-t-il le compléter. Et peut-être faut-il aborder le sujet des réformes de retraite avec de nouvelles idées, parce que pour l'instant les réformes des retraites qui ont été faites de Sarkozy à Macron passaient par l'âge légal,
C'est pas le seul levier, ça, parce qu'en fait... Non, c'est pas le seul levier. Justement, je pense qu'il faut trouver d'autres leviers, parce que le point de blocage des Français, rappelons quand même que cette réforme a rencontré l'opposition de plus des 2/3 des Français, plus de 70%. Et donc c'est aussi un fait politique et un fait démocratique dont il faut bien tenir compte. Il n'y a pas que l'effet économique, même s'il compte aussi beaucoup. Et donc il faut faire bouger cette réforme, mais il faut peut-être ouvrir de nouvelles pistes, durée de cotisation plutôt qu'âge légal, emploi des seniors, bref, de faire montre un peu d'imagination, peut-être un étage de capitalisation à titre complémentaire. C'était ma question, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas justement inciter les Français dès leur vie professionnelle à investir pour pouvoir se payer eux-mêmes leur retraite, Frédéric Monnier? Mais c'est ce qui va se passer. Moi, je suis très las quand j'entends ces débats sur les retraites. J'ai envie de dire, Jean-Paul Delevoye sort de ce corps. Vous vous souvenez qui est Jean-Paul Delevoye? C'était il y a 1000 ans. C'était il y a 1000 ans. Plus personne n'en parle. Il était président du Conseil économique et social et environnemental. Il avait été chargé d'une réforme des retraites. Il avait été ensuite explosé en plein vol. On n'en parle plus. Donc tout a déjà été dit. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Alors, la nouveauté, je trouve que le rapport de la Cour des comptes est absolument excellent. Il dit les choses très très précisément. La nouveauté, c'est que ce sont les partenaires sociaux qui désormais sont véritablement investis, et donc ils savent de quoi ils parlent, ils ont une expérience, ils peuvent faire preuve d'inventivité et de création, comme vous le dites très très justement. Est-ce qu'ils peuvent aller piocher des idées ailleurs aussi? Parce qu'on voit quand même chez nos voisins, d'abord que l'âge légal est pas tout à fait le même, parfois on travaille bien plus dans d'autres pays voisins, et puis le système par répartition est remis en question, pas à droite à gauche. Non, et puis il faut sortir des lieux communs. Qu'est-ce qu'on entend autour de nous? On entend j'ai cotisé toute ma vie, j'y ai droit. Ouais. Et alors, les chiffres disent qu'aujourd'hui, les retraités, ils perçoivent 200% de ce qu'ils ont cotisé. Parce qu'ils vivent très très longtemps, parce que nous vivons très très longtemps. Donc c'est pas parce qu'on a cotisé que si l'on s'en tenait à ce qu'on avait cotisé, il n'y en aurait pas beaucoup. Vous avez d'autant plus raison que comme on est dans un système par répartition, ce sont bien les actifs d'aujourd'hui qui financent les pensions de retraite. Il faut le dire et le redire. Or, ce que vous avez cité, cette phrase qu'on entend si souvent, c'est une logique assurantielle, c'est pas une logique de solidarité. Voilà. Et donc, les Français ont oublié que c'est pas un système assurantiel, ce sont les actifs qui financent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'une économie et des salaires et des cotisations qui soient suffisants pour financer les pensions de retraite. Voilà, il faut que la machine tourne. Il faut que la machine tourne, sans quoi le système par répartition ne peut pas tourner. Donc c'est pas uniquement un droit, c'est notre future retraite, enfin ma future retraite sera financée par mes enfants et par les personnes actives. Donc, si on prend vos exemples à vous deux, vous êtes à proximité de la retraite, peut-être même déjà. Pas encore, mais est-ce que vous l'avez anticipé à titre personnel, indépendamment de ce à quoi vous avez le droit? Est-ce qu'à titre individuel, vous vous êtes dit, tiens, je vais, pendant ma vie, investir pour pouvoir financer par ailleurs ma retraite, quoi, Frédéric Monnier? Ben oui, et en tout cas... prendre les choses en main à titre individuel, personnel, sans attendre tout de l'État. Et en tout cas, nos enfants nous le disent. Ils nous disent clairement, vous êtes la génération des boomers, vous êtes favorisés, vous passez entre les gouttes, mais nous, qui sont nés dans les années 80, et au surplus, leurs enfants à eux, la situation va être extrêmement complexe. Et donc, c'est une affaire de finances publiques et c'est une affaire de construction personnelle, et eux-mêmes prennent des dispositions pour construire leur retraite, évidemment. On disait souvent du système de retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Et donc c'était bien un système qui était prévu pour permettre, en particulier à ceux qui n'ont pas tellement les moyens de mettre de l'argent de côté. Exactement ma question d'après. D'avoir un minimum retraite décent pour vivre une fois qu'on a arrêté de travailler. Et là, on rentre dans une logique où même le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine ne suffit pas forcément pour assurer une retraite décente. Donc oui, à titre personnel, j'ai un peu d'épargne, mais que vous avez pu vous en faire. Qu'est-ce qu'on fait avec justement les bas salaires, avec les carrières difficiles? C'est ça la vraie question. Comment on aide ces personnes-là? C'est ça le cœur de la question, parce que pour notre génération, il faut quand même rappeler une chose que peu de gens ont en tête, c'est que pour ma génération, moi je suis né dans les années
60. Quand j'ai le bac en 84 ou 3, il y a que 30% de ma génération qui a le bac. C'est-à-dire que les autres n'ont pas fait d'études supérieures, donc ça veut dire qu'ils ont commencé à travailler encore assez tôt. Donc ça veut dire que dans des métiers qui sont plus pénibles que ceux que j'ai pu pratiquer ou que je continue de pratiquer. Et donc il faut quand même qu'on n'oublie pas complètement la justice sociale dans cette affaire. Autant moi je suis convaincu qu'il faut qu'on travaille de plus en plus longtemps, mais il est bien évident que la question ne se pose pas pour quelqu'un qui a fait une carrière de cadre ou de cadre supérieur ou de cadre dirigeant avec quelqu'un qui est sur son marteau-piqueur dans le bâtiment, dans la rue. Et puis qui à 50 ans est crevé. Qui est cassé physiquement. Donc il faut travailler sur la pénibilité, sur les carrières féminines, sur les carrières agricoles. Absolument. Qui sont ceux qui souffrent le plus. Et il y a un moment, il faut savoir qui va contribuer. Il y a un débat difficile et compliqué autour de la contribution des retraités. Faut-il remettre en cause l'abattement fiscal de 10% des retraités? Alors évidemment, les retraités qui sont les derniers à voter aujourd'hui sont chéris par tous les partis politiques qui veulent pas qu'on leur touche. Et tous les retraités disent mais non, j'ai travaillé toute ma vie, etc. Bon, mais cet abattement fiscal, dans quelle mesure se justifie-t-il? Est-ce qu'il faut travailler sur la question, par exemple, des veufs et des veuves, par exemple, la question des parts fiscales, la question aussi des parts fiscales pour ceux qui ont été parents de familles nombreuses. Ça a été un débat il y a quelques années, on n'en parle plus aujourd'hui, mais je pense que c'est un débat qui doit être remis aussi. Voilà, il faut faire preuve de créativité. On peut espérer que dans le conclave que François Bayrou va mettre en œuvre, les partenaires sociaux vont arriver à construire des propositions intelligentes, mais dans le cadre qui a été proposé par la Cour des comptes, qui est un cadre très contraint et très très difficile. Pourvu qu'on n'ait pas deux conclaves en même temps. Non, mais vous avez raison d'insister sur le niveau de nos pensions de retraite et les avantages qui y sont liés, parce que vous avez cité l'abattement, mais on pourrait parler aussi des taux de CSG qui sont très différenciés de ceux des actifs, et que ça se justifie pas forcément. Regardons les choses en face. On a un niveau de pension de retraite aujourd'hui qui est le plus élevé d'Europe. Voilà. Peu de choses. Par rapport aux grands pays comparables, on a un niveau de pension de retraite qui est très élevé. Personne ne veut dire que l'indexation totale des pensions de retraite sur les prix pendant les 2 années où il y a eu de l'inflation a coûté en année pleine plus de 15 milliards d'euros et que ça a bien contribué au dérapage des finances publiques. Et que lorsque un Premier ministre, en l'occurrence Michel Barnier, a voulu dire on va juste désindexer, c'est-à-dire qu'on va pas baisser les pensions de retraite, mais juste ne pas les augmenter pendant 6 mois, pas pendant 2 ans. Entre le 1er janvier 2025 et le 1er juillet, il a été renversé. Et il a été renversé là-dessus par une coalition du RN et de la gauche. Et donc, ça veut dire, vous avez raison de souligner, le vote des retraités est chéri, mais on rentre dans une logique totalement perverse parce que de vouloir demander aucun effort, je dis pas qu'ils doivent tout porter, évidemment, mais de demander aucun effort aux actuels retraités, en particulier ceux qui sont quand même pas au minimum vieillesse, je trouve que c'est un déséquilibre qui est de moins en moins justifiable. D'autant plus qu'on sait, et que le rapport de la Cour des comptes le confirme, que globalement, le niveau de vie des retraités actuels est supérieur à celui de la population active. Donc il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Et donc la question de la solidarité et de la fraternité, le 3e terme de la devise républicaine, doit être posé à nouveau frais. Alors là, on vient d'avoir ce rapport de la Cour des comptes, demandé par le gouvernement lui-même. C'est quoi le planning, là, aujourd'hui, l'agenda après le budget, ça y est, on en a mais voilà, c'est le nouveau chantier là, du gouvernement, la réforme des retraites. On s'y met, c'est comment ça va se passer, ça? Je crois que le calendrier annoncé par François Bayrou était de 3 mois, il me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. C'était quand même... politiquement, excusez-moi de faire un peu de politique politicienne, mais c'est quand même important dans une assemblée où il n'y a pas de majorité. C'était quand même la condition sous-jacente pour que le PS ne vote pas la censure, en réalité. C'est-à-dire que si le PS n'avait pas eu d'ouverture sur le chantier des retraites, je pense qu'il aurait voté la censure sur le budget. Et donc, on est là sur une question qui est non seulement économiquement et financièrement et socialement, comme on l'a dit, très lourde, mais aussi une question politique très forte. Il y a une majorité entre le RN et la gauche pour abroger cette réforme des retraites. Et donc le calendrier dont vous parlez, c'est que dans les 3 mois, est-ce que on est capable de sortir une proposition qui améliore l'actuelle réforme sur le plan de la justice sociale sans dégrader
Les finances publiques, c'est pas facile, mais c'est là où on va voir si les partenaires sociaux ont des vraies idées. Le débat continue toujours avec nos deux invités, Philippe Guibert et Frédéric Mounier. Merci d'être avec nous jusqu'à 10h. Demain s'ouvre la plus grande ferme de France à Paris, le salon de l'agriculture. L'agriculture, cette fierté française, c'est le thème cette année. Comme tous les ans, l'événement sera l'occasion de mettre en avant les produits du terroir et le rôle des acteurs du monde agricole pour assurer la souveraineté alimentaire et nourrir la population. On attend plus de 600 000 visiteurs pendant 9 jours à la rencontre d'1 millier d'agriculteurs et de quelques 4000 animaux. Je vous l'assure, on va pouvoir évoquer là, dans cette émission la crise que traverse la France sur le plan agricole. Il ne faut pas être naïf et angélique, mais pour commencer, Frédéric Mounier, est-ce qu'on peut dire que le salon de l'agriculture, c'est d'abord une fête de l'agriculture, une mise en avant, une mise en valeur de nos terroirs, de notre gastronomie et de ce qui est beau aussi dans l'agriculture, et d'abord... Voilà, certainement. On ne peut pas avoir un regard que sombre, quoi, sur cette actualité. Il faut dire tout ça, mais il faut aussi être attentif à ce qu'il y a au-delà de la vitrine. J'ai entendu tout à l'heure dans les infos que la Dordogne ne serait pas présente. Le Gers aussi, le Lot. Alors, tout ça, c'est quand même préoccupant. Alors, moi, il se trouve que j'ai un pied de ma vie en Dordogne. Je suis très attaché à ce département. Je constate que les élections à la Chambre d'agriculture en Dordogne ont été remportées par la coordination rurale. La coordination rurale, c'est en quelque sorte un mouvement dégagiste, disons, pour parler anti-élite, proche du Rassemblement national. De la droite, en tout cas. Ouais. Bon, voilà. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a une abstention là qui est dommageable. Et qui est dommageable, ça veut dire que tout le monde n'est pas là et que, en particulier, des beaux départements significatifs de cette vitrine que vous évoquez, Étienne, eh bien, ne sont pas présents et ne participeront pas à cette grande fête. C'est une abstention qui est vraiment dommageable. Sur la vitrine, Philippe Guibert, le salon de l'agriculture, c'est quand même une fête. Je veux dire, là, on est au cœur de l'hiver. On va bientôt arriver au printemps. Et voilà, et on a besoin de célébrer, disons, nos agriculteurs. Oui, vous avez raison, c'est le moment où les urbains vont tâter le cul des vaches, comme disait un ancien président de la République, et emmènent les enfants pour voir à quoi ressemblent les animaux de la ferme. Les veaux et les poulets. Et en profiter pour déguster d'excellents produits. Donc oui, bien sûr, il y a un côté festif qu'il faut surtout pas... il faut pas que nous soyons peine à jouir de l'agriculture française et de ses plaisirs. Mais je vous rejoins sur le fait que c'est une vitrine et qu'effectivement le monde agricole est profondément ébranlé, que la percée de la coordination rurale est un phénomène quand même. Ils ont, en gros, en termes de nombre de voix, ils ont complètement explosé là. Ils ont une trentaine de pourcents, ce qui est exceptionnel. Jamais aucune organisation n'avait réussi à déstabiliser un peu le pouvoir de la FNSEA dans les chambres de l'agriculture. Donc, une trentaine de pourcents, ils ont gagné, parce qu'il y a un scrutin qui donne une prime à celui arrivé en tête. Ils ont quand même gagné une quinzaine, je crois 14 exactement, chambres d'agriculture, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Vous disiez, ils sont proches du RN. Je me crois que c'est le RN qui s'est rapproché de la coordination rurale en reprenant une bonne partie de son programme, parce que le programme du RN sur ce sujet était assez évanescent il y a quelques années. Et oui, comme sur beaucoup d'autres sujets, du reste. Comme sur d'autres sujets, et qu'ils ont trouvé là une source d'inspiration. Et en même temps, ça correspond aussi à l'évolution du vote dans ces régions, qu'on est bien obligé de constater et d'expliquer et de comprendre. Et donc, la coordination rurale, c'est un vrai phénomène. Et ce n'est pas par hasard si effectivement ce sont ces départements les plus touchés par la poussée de la coordination rurale qui en même temps ont quelques réticences à venir au salon de l'agriculture. Et maintenant justement, s'il faut parler vraiment en profondeur des crises agricoles, et je pense que c'est important de pas les nier, de pas être naïf sur ce sujet, au contraire, allons-y. Il y a aujourd'hui, on peut presque plus vivre, en tout cas mal vivre de l'agriculture, c'est très difficile. Et c'est ça l'enjeu, c'est comment honorer notre agriculture si d'un autre côté, les agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur métier. C'est ça la question. Prenons un peu de recul. Nous sommes dans un domaine d'agriculture industrielle qui, en ce moment, arrive à une impasse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la valeur ajoutée, vous l'avez dit Étienne, s'est déplacée du côté de la transformation et de la grande distribution. Donc, les agriculteurs ne sont que des producteurs de matières premières
qui sont devenus les esclaves, en quelque sorte, de l'industrie, de la transformation et de la distribution. Par ailleurs, ce système était orienté pour permettre une alimentation massive de notre population à très bas prix, c'est-à-dire que pour que tout le monde puisse manger de tout le temps à très bas prix, et donc il a fallu importer, il a fallu produire de façon très très industrielle, et donc c'est la fin d'un modèle. On constate que les sols sont stérilisés, les eaux sont imbuvables, les producteurs meurent de cancer ou se suicident. Donc là, on est au bout d'un système qui est essoufflé. Et donc en plus là de ça, aussi, comme sur les retraites, il faut imaginer quelque chose. Philippe Guibert. Oui, il y a certainement un modèle agricole à réinventer, mais c'est compliqué, c'est difficile, puisque, en fait, ce dont on parle, la coordination rurale, elle exprime une révolte des petites exploitations dans un système de nature européenne qui a favorisé les grandes exploitations de facto, et dont la FNSEA, alors ça a été un argument électoral de la coordination rurale à travers son président, qui lui-même a une très grande exploitation avec 4 milliards de chiffre d'affaires. Exactement. Et donc ça a été un axe de campagne électorale, mais l'opposition entre les gros et les petits est sans doute caricaturale, et au sein de la FNSEA, il y a aussi des petits exploitants. Mais n'empêche que c'est le modèle qu'on va dire traditionnel, un peu identitaire, qu'on a dans l'imaginaire français, de la petite exploitation, du paysan. Oui, mais c'est fini. Mais c'est fini, oui. Mais tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde le sait, sauf ceux qui en crèvent, si je peux me permettre. Parce que eux, ils n'arrivent pas à survivre dans ce système-là, et qu'on n'a pas... c'est comme sur beaucoup de sujets en France. C'est-à-dire qu'on rêve d'un « c'était mieux avant » ou c'était... autrement avant, dans lequel on se retrouve, dans lequel ce modèle de l'imaginaire... On le fantasme aussi un peu, hein. Oui, bien sûr, mais enfin, l'imaginaire rural de la France, c'est quand même assez profondément enraciné, quand même. Hein. Et on peine à inventer autre chose, ou alors si on invente autre chose, c'est pour se soumettre à un système normalisé d'agriculture globalisée qui nous plaît pas beaucoup, qu'on n'aime pas. Oui, mais qui permet à tout le monde de manger de tout le temps. Oui, mais avec une qualité alimentaire qui peut être avec un surcroît de sucre, de sel et de gras. Voilà. Et donc en matière de santé publique, c'est désastreux. L'obésité, les problèmes sanitaires, etc. Donc on n'a pas trouvé, comme sur les retraites, on n'a pas trouvé la bonne solution pour sortir d'une nostalgie qui est sans issue, sans complètement se normaliser dans un système globalisé qui nous plaît pas. À cela s'ajoutent les enjeux environnementaux. La loi d'orientation agricole a été adoptée au Parlement in extremis avant le salon de l'agriculture, mais le parent pauvre de ce texte, évidemment, comme d'habitude, c'est l'environnement. Et d'ailleurs, la gauche critique les renoncements environnementaux. On a l'impression que l'environnement, l'écologie actuellement, c'est un renoncement de tous. Oui, c'est le fantôme dans la pièce. C'est le fantôme de la pièce. On voit bien que le climato-scepticisme à l'échelle mondiale s'accroît considérablement, que la transition écologique n'est plus du tout une priorité, et on s'imagine à travers cette nouvelle loi agricole que lever les normes et donc alléger le poids administratif des producteurs va permettre de résoudre le problème. Simplement, ça va permettre de continuer cette fuite en avant que nous évoquons au détriment de l'environnement et au détriment des producteurs eux-mêmes. Donc on voit pas bien, ça répond à une demande politique, ça répond à une alerte très très forte que les agriculteurs nous envoient, mais ça ne dessine pas les contours du monde de demain. Et c'est ça. Alors moi, ce qui m'intéresse pour conclure, c'est de savoir comment on dessine les contours de demain. Parce que on dessine un panorama extrêmement sombre depuis le début de cette émission. Et parfois, je cherche un peu l'espérance, moi, dans vous avez raison. Alors, cette semaine, on n'a pas beaucoup d'éléments d'espérance. Le pape va mieux, quand même. Le pape va mieux, ça c'est... Le pape va mieux. Bon, alors, ça, juste par rapport à ce que vous disiez sur le climato-scepticisme, je suis pas sûr que ça soit du climato-scepticisme qui monte. C'est simplement les grandes difficultés de la transition écologique dans une période économique de croissance faible pour l'Europe. Alors, le climato-scepticisme, oui, vous avez raison, aux États-Unis, il progresse. Mais en Europe, je remarque qu'à peu près partout, les partis écologistes reculent et qu'ils n'ont pas réussi, je trouve, à présenter la transition écologique comme autre chose qu'une contrainte punition.
C'est un cliché de dire l'écologie punitive. Ok, c'est un cliché, mais enfin la réalité est là. Et on voit bien, par exemple, sur le fait de ne plus avoir de voitures thermiques à horizon 2035, on voit bien toutes les difficultés économiques et sociales que ça peut poser. Absolument. Et donc je trouve que là, on a raté quelque chose et que dans un moment qui se durcit sur le plan économique et social, d'imposer des sacrifices, alors que d'autres continents ne font pas beaucoup d'efforts, que les États-Unis partent complètement dans l'autre sens. Absolument. De manière, alors là, pour le coup, catastrophique, je trouve. Ça devient très compliqué pour les Européens. Et finalement, on parlait de la coordination rurale, mais c'est un peu les gilets jaunes de l'agriculture. C'est les gilets verts. Absolument. C'est une sorte de réplique interne au monde rural de ce qu'on avait constaté dans les années 2018 dans le monde périurbain. Alors, puisque Étienne Pépin mentionnait le pape, je pense qu'il faut le mentionner à nouveau. Voilà, il y a un impératif qu'on a tous entendu à travers l'encyclique Laudato Si et ses suites. En fait, c'est très simple. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y a plus, notre terre ne possède plus les ressources pour permettre au monde entier de vivre le niveau de vie qui est le nôtre, et en tout cas pas celui des Américains et des Californiens. Voilà. Que ce soit en termes d'eau, que ce soit en termes de ressources fossiles, de ressources alimentaires, etc. Donc, nous sommes appelés à vivre une forme de sobriété. Tout à l'heure, on parlait de solidarité et de fraternité. Je pense que la sobriété va devenir une sorte d'horizon indispensable. Nous allons devoir mesurer nos consommations, nous allons devoir mesurer nos désirs de consommation. Vous savez, dans les enquêtes d'opinion en ce moment, on entend beaucoup de gens qui disent « Ah, je vais devoir me priver ». Mais oui, parce que on leur a expliqué que l'ultime horizon, c'était l'hyperconsommation. Mais c'est fini aujourd'hui. Donc on va devoir réfléchir ensemble à consommer moins, consommer mieux, consommer de façon plus respectueuse. Et si on consommait différemment? Allez-y, Philippe Guibert. Non, juste une remarque, c'est que ce discours sur l'hyperconsommation, je l'entends très bien et je le partage. Sauf que si on s'adresse à ceux qui n'ont pas accès à la consommation, ça devient très compliqué à entendre. Ça devient même un peu insupportable. C'est-à-dire qu'on demande à ceux qui consomment le moins, finalement, de se restreindre encore plus. Là, on tombe sur la question sociale. Depuis le départ. Et sur les violences possibles. Sur les violences possibles. Absolument. Parce que, effectivement, vous avez raison de dire que c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc, c'est ce qui était à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ce qu'on va entendre à propos de possibles gilets verts sur la liberté de circulation en ville, par exemple. C'est un sujet qui va monter. Oui. Sur les zones à artificialiser, c'est aussi un sujet qui va monter. Et voilà. Et donc, il y aura une incompréhension massive et populaire. Voilà, et c'est un problème qui peut être politique très rapidement, parce que dans la progression des populismes de droite radicale ou d'extrême droite, il y a aussi ce rejet d'une situation, parce que ce sont des mouvements qui touchent les milieux populaires et les classes moyennes, et qui peuvent être frappés de plein fouet. Messieurs, il nous reste 1 minute 30. Je vous écoute depuis tout à l'heure, et on est quand même un petit peu sombre. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous partager cette semaine? J'ai déjà donné la bonne nouvelle du pape qui va mieux, donc c'est une autre option que vous devez choisir. Allez, Frédéric Monnier. Écoutez, ce matin, en venant dans un jardin parisien, j'ai vu que un arbre de Judée commence à fleurir. Ah, mais ça c'est beau, ça. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on a eu les journées les plus douces de l'hiver. Oui, mais c'est louche. Mais ça, c'est louche aussi. C'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est le réchauffement climatique, ça, Philippe Guibert. Ah non, mais là, je suis pas d'accord avec vous. Là, on a eu très froid pendant tout l'hiver. C'est vrai qu'il a fait froid. Et donc, on a eu un hiver rigoureux. Et donc là, d'avoir des premières journées un peu plus douces me semble une raison d'espérance. Ah, une raison d'espérance de ce côté-là. Vous n'avez pas une bonne nouvelle politique, quelque chose politique, Allez. J'ai un peu plus de mal à en trouver. Je dois dire que les conditions de la nomination du nouveau président du Conseil constitutionnel m'ont paru affaiblir plutôt les institutions que les renforcer. Donc j'ai pas trouvé que c'était une excellente nouvelle. Qu'est-ce que je peux vous trouver comme bonne nouvelle? Si, de mon point de vue, je trouve que le Parti socialiste arrive enfin à s'émanciper de LFI. De mon point de vue, c'est une bonne nouvelle. Bon, voilà, on termine quand même avec des signes d'espérance pour ce week-end, et ça fait du bien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été notre invité ce matin sur RCF et Radio Notre-Dame. Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du gouvernement, Frédéric Monnier,
ancien chef du service religion de la Croix. Merci à tous pour votre fidélité. C'était une joie cette semaine de vous accompagner. Louis Dauphren sera de retour lundi prochain après quelques vacances bien méritées. Pour ma part, on se retrouve lundi matin pour la matinale dès 6h30. Après avoir remplacé Louis Dauphren, je remplace Pierre-Luc Dubois. Voilà, je suis le joker à toutes les sauces. Mais c'est ma joie d'être avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end.